Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un modèle macro robuste, rigoureux pour gagner un maximum d'argent en trading. Je vais t'apprendre les grands principes, les grandes idées, les grands préceptes, je dirais même qu'il faut avoir pour faire un bon modèle macro et pas faire n'importe quoi. Et premièrement, je vais t'expliquer pourquoi on fait des modèles macro, à quoi ça sert globalement. Quelle est l'idée derrière, quelle est la motivation qui justifie de passer du temps à faire des maths sur un modèle macro plutôt que simplement regarder les graphiques. Nous, ce qu'on veut en trading, c'est capter les signaux profonds, c'est capter les chocs de politique monétaire, les chocs fiscaux, les chocs budgétaires, les chocs qui se retrouvent dans des indicateurs macro qui précèdent les prix. Et même si on pouvait, on voudrait modéliser des chocs exogènes qui ne viennent même pas de l'économie elle-même, qui viennent du Covid, qui viennent d'astéroïdes, de trucs qui ne sont pas prévisibles par des modèles. Si on pouvait le modéliser, on aimerait bien le faire. Mais on ne peut pas, donc on va se baser sur quelque chose qui est vraiment concret, les données macro. C'est pour ça qu'on va faire un modèle macro pour essayer d'avoir une meilleure robustesse dans la prédiction des prix en trading. Et donc là, tu vas peut-être te dire, oui, mais pourquoi on fait pas juste de l'analyse fondamentale? Effectivement, l'analyse technique, c'est un peu limité, mais l'analyse fonda, ça marche bien. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi on fait un modèle? Parce que c'est plus robuste statistiquement. L'idée de faire des mathématiques, c'est pas simplement pour être économiste ou analyste, c'est pour avoir une meilleure rigueur professionnelle, pour pouvoir vraiment se baser sur quelque chose qui est concret et pas une analyse discrétionnaire qui peut être biaisée, qui peut manquer de mémoire, tu vois, tu peux oublier des choses qui se sont passées, tu peux évidemment ne pas prendre en compte toutes les variables qui doivent rentrer en compte dans ta prise de décision, parce qu'on n'a pas une puissance de calcul illimitée, évidemment, en tant qu'humain, on n'est pas des robots, donc on va nécessairement oublier des choses, être biaisé. Parfois c'est une bonne chose, parfois avoir un biais, une conviction, comme je le dis sur ma chaîne, ça marche, mais c'est aussi une bonne idée d'avoir un fondement mathématique, un fondement statistique, pour être certain qu'on fait pas n'importe quoi. Donc c'est parti, je t'emmène sur mon écran, ce notebook sera disponible sur mon GitHub en description, c'est gratuit, tu peux le télécharger si toi aussi tu as envie de voir avec moi dans ton écran les données qu'on va analyser. Donc là, ce que je vais te présenter, c'est mon dernier modèle macro en date que j'ai créé qui me donne des scores, sur les devises et sur les paires de devises, donc sur le Forex. Et l'architecture de ce modèle, ça va suivre une architecture qui est assez basique finalement. Dans l'idée, dans le principe, c'est assez basique, mais parce que tu peux faire un peu ce que tu veux avec. C'est ça qui est bien, c'est que c'est très large, mais tu vas le cadrer en 3 étapes. Donc évidemment, la première étape, c'est les données macro. Tu t'en doutes bien, pour faire un modèle macro, il faut avoir des bonnes données, de bonne qualité, qui sont bien alignées, qui n'ont pas des trous, qui sont des bons timestamps. Enfin, il faut faire vraiment attention à avoir des bonnes données de bonne qualité, parce que en machine learning, comme en maths, comme dans les modèles en général, si tu cherches à avoir un bon output, il faut que tu aies un bon input, il faut que tu aies des bonnes données qui te permettent de faire des études qui vont vraiment avoir du sens. Donc moi, pour ça, je te conseille le plus simple, c'est Trading Economics, le site internet, je te mettrai le lien en description. Tu as énormément de données qui sont dans le même format, avec les mêmes timestamps, avec les mêmes métadonnées, qui sont vraiment, tu peux pas vraiment faire mieux en termes d'alignement des données sur énormément d'indicateurs, à moins de prendre Macrobond ou le Bloomberg Terminal à des dizaines de milliers d'euros par an. Donc prends plutôt Trading Economics. Il y a une API qui est certes payante, mais qui est vraiment largement suffisante, ou alors tu peux scraper les données aussi. J'ai pas dit ça. Pour des raisons légales, j'ai pas dit ça, mais tu peux. Bref, ensuite, une fois qu'on a les données macro, donc ça va ressembler à ça globalement, on aura le print du, tu vois là, c'est le CPI ou le NFP aux États-Unis. Il y a le consensus, donc ce à quoi on s'attendait avant que les données sortent, et évidemment la donnée précédente, et le forecast Trading Economics, c'est aussi bien avec eux, Trading Economics, c'est qu'ils font des forecasts, des prévisions. Bon, elles sont pas toujours super, peut-être je ferai une autre vidéo pour expliquer pourquoi les forecasts Trading Economics sont pas géniaux, mais dans l'idée, tu vas pouvoir comparer aussi la sortie des données avec le forecast de Trading Economics quand il n'y a pas de consensus réel dans l'économie. Parce qu'il y a certaines données macro qui n'ont pas de consensus, et là tu peux fallback, tu peux te baser sur le forecast à la place. Donc c'est quand même intéressant. Bref, tout ça, on va les normaliser. La deuxième étape, c'est de normaliser ces données, parce que une surprise sur le CPI de 0,2%, c'est pas pareil qu'une surprise de 40 000 jobs sur le NFP. L'échelle de grandeur est pas la même. Donc on va devoir normaliser les indicateurs pour qu'ils soient comparables, pour qu'on puisse réellement comparer, assigner des poids sur l'importance de ces indicateurs, et pas que on ait l'impression qu'il y a un énorme écart sur le NFP, alors qu'en fait, c'est simplement une question de chiffres, tu vois ce que je veux dire. Il faut qu'on ait des unités comparables, donc globalement, on va généralement faire des e-scores ou faire des manœuvres de normalisation pour qu'un écart type soit égal à un écart type, et pas en termes de valeur absolue
de l'indicateur lui-même. Et ensuite, une fois qu'on aura bien normalisé, donc on pourra bien comparer entre les indicateurs, eh bien on va transformer les indicateurs en un output, en un signal qui a une signification pour un humain. Donc un score, un signal, quelque chose qui te dit là ça monte, là ça descend. C'est à peu près ça l'idée. Pareil, là tu peux faire un peu ce que tu veux. Dans la transformation, tu peux... en fonction de ton modèle, tu auras une transformation différente. Si tu le fais passer par un processus stochastique qui rajoute une variable aléatoire, tu auras un score qui sera avec une densité de probabilité, ou alors si tu le fais avec un processus déterministe, donc qui n'a pas d'aléatoire, tu auras un score qui sera exactement le score que tu souhaites en fonction de ton modèle. Là, c'est toi qui choisis, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Mais moi, dans ce cas-là, j'ai choisi un processus déterministe et je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer les fondations mathématiques de mon modèle, pourquoi j'ai choisi ça, pourquoi ça fonctionne bien et globalement, comment ça fonctionne. Donc l'objectif que j'ai, c'est de convertir chaque événement macro, pas chaque indicateur, chaque événement, donc chaque sortie du NFP, chaque sortie du CPI, en un signal continu. Continu, c'est un abus de langage, mathématiquement c'est une variable discrète, mais c'est continu parce que ce sera chaque jour. Donc pour un humain en trading, chaque jour de trading, on va dire que c'est continu, pour simplifier. Ensuite, on va agréger chaque événement macro par indicateur, puis par catégorie, donc inflation, emploi, taux d'intérêt, etc., puis en un spread, un écart qui est exploitable sur les devises et les paires. Et ça va ressembler à ça. Donc la formule que j'ai choisie, peut-être que tu peux la reconnaître, je pense qu'elle ressemble à certains processus très connus, dis-moi en commentaire si tu la reconnais. Donc pour déterminer le score de l'indicateur I à l'instant T, on va faire la somme de 1 à grand N étant le nombre d'événements macro, donc ça dépend de la période de référence que tu vas prendre. Si tu prends 1 an, tu auras un certain nombre de NFP, si tu prends 2 ans, tu auras un nombre plus élevé de NFP. Et on va faire la somme de 1 à grand N des poids de l'indicateur I à l'événement K, multiplié par le choc informationnel, donc ça je vais t'expliquer juste après, multiplié par exponentielle de moins lambda du delta temporel. Et ça je le tire d'autres processus, globalement j'ai un petit peu fait des caplas en construisant mon modèle, ça tu le trouves dans des processus de Hawkes par exemple en physique-chimie, pour avoir une certaine décroissance vers une baseline, c'est comme ça que ça se fait, tu as une exponentielle de moins lambda qui est à demi-vie, multipliée par un delta temporel, et ça va nous donner chaque jour, en gros chaque prochain événement, donc chaque prochain score à l'instant T, on aura une décroissance vers une baseline qui est égale à 0, ici. En fait, il faudrait rajouter un mu, il faudrait rajouter un mu qui est égal à 0. Tu vois, je crois que je l'ai mis là, ouais. En gros, le mu, c'est la moyenne qui est implicitement égale à 0. Donc là, elle n'est pas dans la formule, mais tu pourrais rajouter plus 0. Et si tu voulais mettre, je sais pas, 3, tu aurais un plus 3, une constante dans ton score. T'as compris pourquoi je fais ça, je pense, c'est que si on a 0, on peut avoir un choc directionnel. Parce que là, on fait pas de la physique, là on s'en fiche un peu d'avoir une baseline de température ou je ne sais quoi. Là, on veut avoir 0, tout le temps c'est du hasard. Et quand il y a un signal, ça va soit être positif, soit être négatif. Et ça va nous dire, est-ce que la paire est haussière ou baissière? Donc c'est comme ça, très facile. Et qu'est-ce que c'est les trucs au milieu? C'est les poids. Donc là, oméga, c'est le poids de l'indicateur à l'événement K. Et ça, c'est ce que j'ai évoqué juste avant, c'est que le fait que l'inflation, le NFP, les taux d'intérêt n'ont pas toujours le même poids sur les prix. Globalement, l'inflation et l'emploi vont être plus regardés par les banques centrales que le PIB, par exemple. Le PIB, c'est un indicateur qui est en retard, c'est un lagging indicator, donc le poids sera inférieur. Et notre XI, c'est le choc informationnel, donc là, je vais malheureusement pas dévoiler quelle est ma fonction de choc informationnel, parce que du coup, je leakerai mon alpha, donc j'ai pas envie, mais je vais t'expliquer globalement qu'est-ce que c'est. En fait, tu vas simplement avoir une fonction qui va prendre l'événement macro et le transformer en quelque chose qui va te donner une information au-delà de simplement la sortie. Parce que tu pourrais prendre simplement la sortie, je sais pas, si ça sort à 0,2, tu pourrais prendre 0,2. Sauf que l'idée, c'est que si ça sort dans le consensus, il se passe rien. Ce qu'il faut, là où il y a vraiment des signaux, c'est quand ça sort au-dessus ou en dessous du consensus. Donc, tu pourrais simplement faire une surprise brute observable, tu vois, c'est ce que j'ai écrit, et le transformer d'une certaine manière, que je vais pas te dire, mais c'est comme ça que ça marche. Et ça va être ton choc informationnel qui sera pris en compte par ton score, et plus ou moins, tu auras d'écart, par exemple, si tu prends le delta, donc la surprise entre le print et le consensus, plus tu auras un signal élevé. Donc voilà pour la formule, et j'ai mis en dessous quelques explications, si ça t'intéresse, je t'invite à télécharger le notebook sur mon GitHub, quelques informations en plus, notamment le fait que là, effectivement, je vais t'expliquer, mais c'est pas un processus stochastique, c'est pas un processus qui a une composante aléatoire, c'est un processus déterministe.
je sais exactement, enfin à part la partie machine learning, puisque c'est un peu une black box, mais sinon je sais exactement quel score je vais avoir quand le signal sort. Je peux le reproduire, en gros. Il n'y a pas de composante aléatoire qui ne me permettra pas de reproduire. Et c'est aussi déterministe dans le fait que ça n'a pas de mémoire qui s'auto-feedback, tu vois, un petit peu comme un processus de Hawks. Là, je te parlais pour la Half-Life. En gros, dans un Hawks, tu as un processus d'auto-renforcement. Tu as un feedback qui fait que plus tu as une probabilité d'avoir un certain événement, plus ça augmente la probabilité d'avoir des prochains événements. Et ça fait des boucles, enfin des propagations en fait. À la base, les Hawks, c'était pour les séismes, tu vois, pour modéliser la propagation des séismes. S'il y en a un, il y a plus de chances d'en avoir un autre. Là, c'est pas le cas. Avoir un NFP, surprise, ça veut pas dire qu'il y en aura un prochain surprise. Parce que les économistes, ils ajustent leur consensus, ils ajustent leur pricing de data économique en fonction des précédentes. Donc, j'ai décidé d'éliminer la mémoire qui ferait une boucle d'auto-renforcement. Là, on s'en fiche. On se base uniquement sur la prochaine donnée macro, sauf qu'il y a toujours la baseline qui est prise en compte. Il y a toujours les signaux qui retournent vers la baseline des anciens. Donc ça fait qu'on peut avoir une certaine mémoire. C'est quand même intéressant de conserver dans le score des anciennes data économiques. Par exemple, vu que, comme je t'ai dit, on agrège plein d'indicateurs, s'il y a le NFP qui vient de sortir et que la semaine d'après, il y a le CPI qui sort, peut-être que le signal du NFP sera encore dans le signal au moment de la sortie du CPI. Et même si les deux sont indépendants, même s'il n'y a pas de lien, même s'il n'y a pas de boucle entre les deux, il y aura quand même dans la baseline, dans le retour vers la baseline, le nouveau spike du CPI. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux approfondir, ça s'appelle un noyau d'impact, un impact kernel. Il y a pas mal de papers là-dessus qui sont très intéressants, notamment sur ce sujet-là des données macro. Moi, j'ai pas mal regardé le paper d'Evans et Lyon, qui ont été faits en 2008. Donc, tu peux regarder ça si ça t'intéresse pour savoir pourquoi on peut capitaliser sur des données macro qui viennent de sortir et comment le pricing se fait dans le temps, comment il se répercute dans l'order flow, comment il se répercute dans les prix, globalement. Parce que tu t'en doutes bien, l'hypothèse d'efficience des marchés, elle n'est vraie que s'il y a des acteurs qui sont là pour l'exécuter. C'est pas simplement le CPI qui sort, hop, instantanément dans les prix, c'est intégré. Non, c'est les hedge funds, c'est les acteurs retail, c'est tout le monde, c'est les commerçants, etc., qui agissent en fonction de la data. Donc tu le vois dans les marchés, et tu as peut-être le temps d'agir. C'est un laps de temps qui est parfois très court. Par exemple, sur les taux d'intérêt, c'est extrêmement court. À partir de la sortie de la décision de la Banque centrale, en quelques secondes, peut-être quelques minutes, c'est pricé. Par contre, sur le CPI, le NFP, ça peut être un petit peu plus long. Parce que le CPI, par exemple, l'inflation, c'est à valeur d'interprétation. Derrière les données d'inflation, il y a énormément d'autres variables qui rentrent en compte, et qui rentrent en compte pour les banques centrales notamment. Elles ne regardent pas que l'inflation. Donc, intégrer dans les prix des valeurs d'inflation, c'est beaucoup plus difficile que d'intégrer les taux d'intérêt, qui sont immédiatement réplicables dans les OIS, les Overnight Indexing Swaps. Tu vois dans les futures, tu vois dans les swaps, directement après la décision, en quelques minutes, directement les yields réagissent. Bref, je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus. Là, j'ai mis aussi ça si tu veux faire une intégrale, bon ça sert un peu à rien, mais en gros, si tu veux convertir cette formule en signal continu, si jamais tu décides de rajouter quelque chose dedans, tu pourrais. Il faudrait que tu intègres la fonction globalement. Sauf que là, ça sert un peu à rien parce que notre XI, notre choc événementiel, il est nul tout le temps. À part quand il y a le NFP qui sort. Tous les autres jours, il est égal à 0. Donc du coup, ça sert un peu à rien. Mais si jamais, tu peux le faire. Si jamais, sache que tu peux. Bref, donc bon, je suis allé un petit peu plus vite que mon notebook, j'ai déjà parlé de ça. Pourquoi je fais décroître le score? C'est ce que je t'ai dit juste avant, parce que ça prend du temps un peu de digérer l'information. Le CPI et NFP, c'est pas pricé instantanément. Donc, notre noyau, il faut qu'il ait une half-life, une demi-vie, qui va faire décroître vers la baseline. Donc ensuite, bon là, c'est du code que j'ai moi en local, donc tu pourras pas forcément exécuter la cellule de ton côté si tu télécharges le notebook, mais en gros, ça va nous donner un delta par rapport à 0, quand on exécute cette fonction sous forme de code. Donc là, typiquement pour le CPI, pareil, je vais pas te donner la date, parce que sinon tu pourrais reverse engineer les datas. Donc on a une baseline, enfin on a ouais, je perds mes mots, on a un score qui est de moins 0,42, donc le delta par rapport à 0 est de moins 0,42. Si tu soustrais ça par 0, ça fait exactement ça. Et ça, c'est notre signal en lui-même. C'est le signal d'un indicateur.
Et ensuite, on va l'agréger par catégorie et ensuite par devise, comme je t'ai expliqué au début de la vidéo. Et ça va finir par donner quelque chose comme ça. Donc là, tu vois qu'il y a beaucoup de choses. Il y a une colonne confiance, croissance, inflation, taux, emploi. Tu peux faire ce que tu veux, globalement, libre à toi d'augmenter ou d'en retirer aussi. Si tu penses qu'on s'en fout de la confiance, donc là c'est les PMI, les enquêtes sur les business, sur les services manufacturés, etc. Si tu dis, bon, ça sert à rien, tu peux l'enlever, c'est toi qui décides. Et après, même de manière plus robuste, tu pourrais, au lieu de choisir arbitrairement, tu pourrais simplement déterminer ton R carré sur chaque catégorie par rapport aux returns et savoir lequel a le plus d'impact. Et là, après, tu vas pouvoir fitter aussi tes poids par rapport à chaque catégorie. C'est ça l'idée. Globalement, si tu fais ce travail, tu vas te rendre compte qu'effectivement, les PMI ont moins d'impact que l'inflation. Globalement, l'inflation, c'est ceux qui auront le plus de score, le plus de spike dans les signaux. L'emploi aussi, pourquoi pas. Par contre, les taux, tu vois que les taux, ils sont quasiment égaux à zéro. Pourquoi? C'est un peu contre-intuitif. Tu te dis, normalement, les taux, c'est ce qui fait bouger le Forex. Et c'est vrai. Mais en fait, dans ce genre de modèle, de pricing après la sortie des décisions de banque centrale, en fait, pas du tout. Pas du tout, comme je t'ai expliqué juste avant. Les taux, ils sont quasiment toujours égaux à zéro, parce que c'est pricé instantanément. La half-life décroît extrêmement rapidement, tu vois. Donc même si on a une petite surprise, ça va pas s'écarter beaucoup de zéro, tu n'auras pas vraiment de signal sur la base de la décision de banque centrale. Pour arbitrer les taux, arbitrer le yield spread sur le Forex, il faut anticiper les décisions de banque centrale et pas attendre qu'elles sortent. Tu vois, la différence, elle est vraiment fondamentale. Donc voilà, donc maintenant, je vais te montrer comment sélectionner des scores, parce qu'évidemment, là, tout ça, c'est pas des signaux, hein. Tout ça, c'est les scores qui peuvent être parfois complètement nuls, enfin, ils servent pas à grand-chose. Par exemple, typiquement, là, sur Aussie Kiwi, tu vois que là, 0,47, c'est 0, hein. C'est 0, globalement, le delta est pas suffisamment important pour que ce soit une information quelconque. Donc ça, tu vas l'ignorer, tout simplement. Il faut que tu aies un seuil minimal pour prendre en compte le signal comme étant un signal, et pas comme simplement du bruit, comme il y a sur le Forex. Je rappelle, hein, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hypothèse de base, le départ, le postulat, c'est du bruit. C'est random walk. Le Forex, il n'y a pas de signal. Et quand il y a un spike, il y a un signal. Donc il faut aussi que tu calibres un seuil qui soit raisonnable pour savoir à partir de quel moment, à partir de quelle valeur du spike du score, on a réellement un signal. Et pour ça, rien de plus simple, hein, là ça c'est vraiment très très facile, tu prends simplement les scores et tu as un seuil soit arbitraire, soit que tu peux calibrer aussi. Tu vas avoir la valeur absolue de delta, du delta par rapport à 0 de ta paire de devises, donc XY, ça peut être euro-dollar, Aussie Kiwi, dollar CAD, ce que tu veux. Tu peux même aussi faire ça sur les devises en elles-mêmes, tu n'es pas obligé de faire ça sur une paire de devises. Et la valeur absolue, pourquoi? Bah, c'est parce que si tu as moins 50, ça fera 50, la valeur absolue. Donc si ton seuil Tau, c'est, je sais pas, 10, bah, si tu as un score de 30, bah, tu as un signal. C'est ça l'idée. Donc moi, je conseille de calibrer ton Tau, ton seuil, sur un glissement par quantile, pour savoir, historiquement, quels ont été les spikes les plus importants. Pour pas prendre les outliers, mais pour prendre ceux qui ont quand même une valeur historique, qui ne sont pas tout le temps. Parce que, naturellement, instinctivement, dans les marchés, ce qui a des signaux, c'est rare. Si il se passe des choses tout le temps, bah, ça n'a pas de valeur, parce que les gens le price instantanément. Donc il faut prendre des signaux qui sont rares, qui n'arrivent pas souvent. Donc moi, par exemple, c'est autour de 50 mon seuil. Je te le dis comme ça, pour te donner une idée. Donc en fait, là, dans cet exemple-là, tu vois qu'il n'y a aucun signal. C'est 0. Globalement, là, ça sert à rien de regarder ce modèle. Enfin, si, ça sert, parce que du coup, on sait qu'il n'y a pas de signal. Mais si on devait se baser uniquement sur ce modèle macro pour prendre un trade, si on codait un algorithme qui exécute des trades, des positions en fonction de ça, aujourd'hui, il n'y aurait pas de trade. Aujourd'hui, le modèle, il est proche de la baseline et il ne produit pas de signal. Bref, maintenant, je vais te montrer quelque chose de très, très important. Comment évaluer la faisabilité de ton modèle? Parce que un des grands problèmes des modèles économiques en général, c'est qu'ils sont bien sur le papier, mais dès qu'il faut les traduire par des positions, là, ça coince un petit peu plus. Tu peux trouver énormément de modèles vraiment super sur le papier dans des papers, dans des publications d'économistes de renom, mais si tu essayes d'en faire des stratégies de trading, bah, globalement, ça pêche un petit peu parce que tu as des problèmes qui dépassent le modèle. En fait, le modèle, il est bon en soi.
Effectivement, y a rien à redire sur la rigueur du modèle, c'est simplement qu'il n'est pas forcément exécutable sur le marché. Du coup, en tant que trader, il te sert à rien. Il te sert à quelque chose si tu es économiste, mais en tant que trader, il te sert pas forcément à grand-chose. En tant que trader, un modèle qui te sert à quelque chose, que tu vas utiliser, c'est un modèle que tu peux exécuter. Ça paraît évident, mais bon, il faut quand même le préciser, et surtout, il faut le calculer rigoureusement. Tu peux pas simplement dire « Ouais, celui-là, je pense qu'il va marcher » ou « Ouais, celui-là, je pense qu'il va pas marcher ». Non, évidemment, il faut avoir une formule. Donc là, je te mets la formule de Greenhold, qui est très connue. On va avoir le ratio d'information, qui est égal au coefficient de transfert multiplié par le coefficient d'information, multiplié par la racine carrée de l'étendue, le breadth, l'étendue des événements que tu peux agir, sur lesquels tu peux agir. Parce que le nombre d'opportunités, le nombre de trades, l'étendue des trades que tu vas pouvoir prendre, il est nécessairement inférieur ou égal au nombre de signaux. Donc si ton modèle il a trop peu de signaux, s'il est trop exigeant, s'il est trop précis, ben tu pourras pas réellement montrer que tu as raison, tu vois. Tu pourras pas prouver que ton modèle a raison dans les faits, parce que tu n'as pas suffisamment d'opportunités de montrer que tu as raison. Même si tu as raison, même si ton modèle est bon, si tu peux le prouver que 2 fois par an, bah tu vas pas faire beaucoup d'argent, quoi. C'est l'idée. À moins de mettre du levier de taré, mais bon, tu comprends l'idée. Donc, pour calculer le coefficient d'information, c'est très simple, tu fais la corrélation entre ton signal à l'instant T et les rendements futurs. Je précise, les rendements futurs. Pas les rendements d'aujourd'hui, pas les rendements d'hier, les rendements futurs, les rendements que tu vas avoir sur une période de ton choix, 7 jours, 14 jours, en fonction de ton half-life, en fonction du calcul que tu fais, où ça revient à la baseline, tu vas essayer d'à peu près corréler sur ces rendements-là. Comme ça, tu sais que entre le temps où le signal sort, où le NFP sort, et le temps où ça revient à 0, tu peux prendre une position pendant ce temps-là. Et ensuite, le coefficient de transfert, c'est ta capacité à implémenter fidèlement la position que ton modèle suggère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, imagine, ta half-life, elle est très très faible, ou plutôt très très élevée. En gros, ça descend très vite, ça décroît à la baseline de 0 extrêmement rapidement. Disons, je sais pas, dans les quelques minutes après la sortie du NFP. Eh bien, si tu es un trader retail, malheureusement, cette stratégie, elle n'est pas très viable, parce que, surtout si tu es en CFD, mais même si tu es en futur, si tu es dans ta chambre avec l'internet de ta maison, tu vas pas pouvoir exécuter une stratégie avec suffisamment peu de latence pour prendre le mouvement au bon moment, tu vois. Ce qu'il faut prendre, c'est une stratégie où la capacité d'exécuter ton signal dans des bonnes conditions, donc pas se faire slipper, ne pas avoir du retard sur l'exécution, ne pas avoir une exposition trop grande par rapport à ce que tu souhaites, donc calculer par rapport à ta value at risk, conditionnel value at risk, etc. Et ben ça, c'est ce qui va te faire gagner davantage d'argent. Donc ça, tu le fais un petit peu de la manière qui t'arrange pour voir en fonction de réellement quelles sont tes dispositions, quelles sont tes capacités d'exécution. Mais une manière de savoir si ça fonctionne, c'est de comparer le live avec du backtest. C'est comparer au moment où tu exécutes ta position, est-ce que dans le backtest que tu fais sur les données passées, c'est pareil. Si tu as un delta d'exécution qui est énorme, que en gros tu te fais slipper comme pas possible, alors que dans ton backtest c'est pas le cas, ça veut dire que ton coefficient de transfert il est mauvais. Il va être proche de 0, en gros, je sais pas, sur 10 opportunités en backtest, tu vas peut-être pouvoir en prendre que 2 ou 3. Donc là, ça va réduire ton ratio d'information, parce que dans la formule, vu que c'est une multiplication, plus tu as des chiffres qui sont proches de 0, plus ton ratio d'information est proche de 0, et plus ta stratégie est mauvaise, globalement. Je te mets ici les remarques, qu'est-ce qu'il faut en tirer. Si ton coefficient d'information est nul, égal à 0, bah, ça sert à rien. T'as pas de prédiction, t'as aucun pouvoir prédictif sur les rendements. Donc, multiplié par 0, un des 3 facteurs, ça fera que ton ratio d'information est égal à 0. Si ton coefficient de transfert est égal à 0, t'as un alpha qui est théorique. Certes, dans ton modèle, dans ton backtest, ça marche, mais si tu peux exécuter fidèlement 0 position sur 10, bah, ça sert à rien. Tu peux pas faire de stratégie. Pareil, ton ratio d'information est égal à 0. Et si ton breadth, ton étendue d'opportunités qui peuvent prouver que tu as raison est faible, même un bon signal que tu peux correctement exécuter, tu n'auras pas suffisamment d'opportunités de dire que bah, c'est bien. Tu pourras pas suffisamment prendre de position. Si tu prends une position tous les 3 mois, ça marchera pas. Et pour l'échelle de grandeur, un IR qui est supérieur à 0,5, c'est déjà très bien. C'est excellent. C'est très bien.
Sur du long terme, hein, parce que après sur certaines périodes où tu peux avoir un arbitrage très précis sur une petite période, tu peux avoir un petit peu plus, mais sur du long terme, sur des stratégies avec des régimes macro qui changent, si tu étudies sur, je sais pas, jusqu'à 2012-2008, un IR au-dessus de 0,5, c'est énorme, c'est vraiment super bien. Et supérieur à 1, c'est très très rare, et globalement, tu risques pas d'en trouver, comme j'ai dit, à part trucs spécifiques, mais sur la durée, dis-toi que si tu as un IR de plus de 1, t'es overfité. Donc, globalement, ça marche pas, c'est pas vrai, quoi. Tu pourras pas l'exécuter sur les marchés. Désolé, je suis un peu défaitiste, mais je suis plutôt réaliste, je dirais. Comme pour les Sharpe ratio, tu peux avoir des backtests à 5-6, mais dans la réalité, tu vas plutôt orienter autour des 1-2, quoi. Et encore, 1-2, c'est très bien. Bref, donc je vais te montrer quelques résultats. Et tu vas voir un IR qui est mauvais et un IR qui est très bon, alors que c'est le même modèle. Et ça, c'est important de comprendre pourquoi. Là, pareil, je vais pas te donner la période sur laquelle j'ai testé, mais sur EuroGBP, mon modèle, il trouve une précision des prédictions de 50%. Globalement, c'est du hasard, quoi. C'est difficilement comparable à du hasard sur EuroGBP. Alors que sur OZQI, on trouve 55% de bonnes prédictions. Donc, à vue d'œil, on pourrait se dire, ouais, c'est juste overfité. Non, c'est pas overfité parce qu'en fait, c'est deux paires qui ont des fondements macroéconomiques très différents. Et il faut le comprendre aussi, c'est pour ça que l'analyse fondamentale, avant de faire des modèles statistiques comme ça, elle est intéressante, elle est même importante, capitale, c'est de comprendre pourquoi les deux, c'est pas pareil. Et j'ai volontairement pris deux paires qui sont corrélées dans leur environnement géographique et macroéconomique et politique. L'Europe et le Royaume-Uni, ils sont corrélés dans ce qu'ils font, et la Nouvelle-Zélande et l'Australie, pareil, parce que géographiquement, ils sont à côté. Et ça fait que, je vais te montrer un graphique, sur les prix, c'est à peu près pareil. Tu regardes EuroGBP, ça oscille autour de 0,8, ça oscille, quoi. Et aux Ikiwi, pareil, ça oscille. Donc, visuellement, pour un trader analyse technique, tu te dis, bon, c'est pareil, quoi. C'est pareil, je mets la même stratégie, ça oscille, je fais du retour vers la moyenne, ça va gagner. Mais pourtant, dans les faits, quand tu te bases sur l'impact des indicateurs macroéconomiques, c'est pas pareil. La stratégie, là, ce modèle-là, il n'a pas du tout la même précision, alors que pourtant, visuellement, vraiment, c'est la même chose. Donc, pourquoi l'IR est négatif si on a 50%? Ça revient sur l'autre vidéo que j'ai mis là, que j'ai fait, c'est les frais de transaction. Globalement, déjà, notre coefficient d'information est légèrement négatif, mais la quantité de trades qu'on peut avoir, et surtout l'exécution qu'on peut avoir, notre coefficient de transfert, ça va faire que notre ratio d'information va être inférieur à 0. Donc globalement, plus on trade cette stratégie sur EuroGBP, plus on perd de l'argent. Donc il ne faut pas le faire. Alors que l'IR sur OZQI est de 0,86, ce qui est énorme, ce qui est vraiment, vraiment beaucoup. Et je l'ai testé, hein, ça je l'ai testé en live et en backtest, et effectivement, sur OZQI, j'ai vu ces performances-là. Donc en fait, bon là, de Prado, il va peut-être me taper sur les doigts, mais moi, il y a quelque chose que je soutiens, qui n'est pas forcément soutenu dans l'horizon, dans le consensus économique là-dessus, enfin scientifique là-dessus plutôt, c'est que au lieu d'élargir la période, moi je préfère élargir le nombre de variables qu'on prend en compte. Et beaucoup de scientifiques disent « Mais non, parce que du coup, tu t'introduis du biais d'échantillons. Si tu as plein de variables, mais qu'elles n'ont pas d'avantage d'échantillons chacune, tu rajoutes pas d'informations, tu rajoutes du bruit, en fait. C'est l'inverse. Et dans l'idée, c'est vrai. Pour la plupart des choses, c'est vrai. Sauf que dans les données macro, c'est pas quelque chose qui est rigoureusement applicable statistiquement sur une très longue période. En gros, tu as quelques impacts qui sont des outliers, qui vont vraiment changer le fondement des marchés. Comme le Covid, par exemple. Tu vois, le Covid, si tu voulais modéliser le Covid scientifiquement, statistiquement, pour avoir un ratio d'information rigoureux, c'est impossible, ça n'a aucun sens. Le Covid, c'est exogène, ça vient de nulle part. Et en fait, si, imagine, tu avais eu l'information dans une variable lointaine qu'il y avait un pangolin vers Wuhan qui avait créé le Covid, tu aurais eu une bonne information qui n'est pas vérifiable statistiquement, mais qui pourtant est correcte. Donc moi, c'est une conviction personnelle, je préfère élargir l'étendue des variables que élargir l'étendue des périodes, tu vois. Ça augmente ton nombre d'observations,
À partir du moment où elles sont pas corrélées, hein, là je précise, bon c'est évident, mais il faut qu'elles soient un minimum indépendantes. Sinon, si tu rajoutes le PPI avec le CPI, c'est pareil, c'est corrélé, donc ça te rajoute rien. Il faut que tu rajoutes des valeurs, des variables qui sont un minimum indépendantes. Et en macro, ça n'en manque pas, hein. Il faut être curieux, il faut aller chercher un petit peu partout. Tu ne manques pas de variables, tu ne manques pas d'indicateurs, il y en a énormément, il faut juste savoir où les chercher. Donc voilà, les grands principes, les grandes idées des modèles macro en trading. Si ça t'a plu, mets un commentaire. Si tu as une question, si j'ai parlé un peu vite, ça peut m'arriver de parler un peu vite, dis-la moi en commentaire, j'y répondrai, ou sur Instagram, sur Discord ou par mail. Abonne-toi, mets les notifications pour les prochaines vidéos, et on se retrouve dans une prochaine. C'était Brieux, ciao.